Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'Afterlap, le podcast du sport auto. Vous voyez que je ne suis pas seul puisque Tristan Govandi est avec moi. Bonjour Tristan, Bonjour à toi, bonjour à tous. mon fidèle consultant Formule 1 qui revient des 24 heures du Mans. Bien sûr Tristan, je vais te poser deux trois questions à ce propos, mais tu es là pour parler du Grand Prix de Belgique. Et ça me fait vraiment très plaisir de te retrouver. Non pas parce qu'on va parler d'un Grand Prix un peu historique, peut-être dans le mauvais sens, et tu vas nous dire tout ce que tu penses, et on attend de toi, tu le sais, pas de langue de bois comme à ton habitude. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode 100 de l'Afterlap. Et oui, figure-toi que j'avais créé l'Afterlap en août 2019 et que ça fait donc 2 ans plein et que pratiquement c'est un épisode par semaine. Il y a 52 semaines dans une année. Donc tu vois, effectivement, à une ou deux absences près pour cause de vacances ou de fin d'année, eh bien c'est le 100e épisode aujourd'hui. Bon, moi j'avoue que ça m'émeut un petit peu. Bon anniversaire. Ouais, voilà, on va dire ça. Moi, je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui pour cet anniversaire, justement. C'est assez symbolique et ça me fait vraiment plaisir. Et j'en profite, bien évidemment, pour remercier tous ceux qui, depuis 2 ans, m'ont accompagné dans cette aventure de ce podcast du sport auto, qui n'a cessé un peu de se développer et de grandir. Tu es mon consultant F1, paradoxalement, alors que tu es un pilote d'endurance, mais j'ai un autre consultant pour l'endurance, c'est Jean-Philippe Doré. J'ai un consultant pour le WRC, c'est Guillaume Lafay. Bref, il y a toute une petite famille qui s'est constituée. Puis il y a les fidèles, évidemment, auditeurs et téléspectateurs sur la chaîne YouTube ou sur le site de l'Afterlap et les plateformes visuelles. Bref, c'est une aventure un peu en commun. Et donc voilà, aujourd'hui, nous fêtons ce 100e épisode. Donc merci à toi vraiment, Tristan, de t'être rendu disponible pour nous. D'abord, la première question, d'ailleurs, elle te concerne. Est-ce que tu as été remis de toutes tes émotions du Mans? Je rappelle que monsieur a fait top 10 aux 24 heures du Mans en P2 il y a une semaine, pas plus. Ouais, non, non, ça a été bien. Bah, après, moi, j'ai eu un mois de juillet avec la course de Monza et puis toute la préparation, aussi bien physique, technique avec l'équipe et tout ce qui peut être engendré par l'organisation d'une épreuve comme celle-là. Juillet-août a été très chargé et puis j'en ai profité pour partir un peu en famille que j'avais pas vu depuis un mois, plus d'un mois. Après Le Mans, on s'est pris une petite semaine, voilà, avec les enfants. Donc oui, oui, bien remis. Et puis, de toute façon, physiquement et mentalement, on était suffisamment préparé. En tout cas, moi, assez préparé avec un stage à Chamonix avant et grosse préparation physique et mentale avant, comme on fait tous les ans. Donc la récup a été bonne. Et puis, même si effectivement, ça a été une Oui, édition. c'est mouvementé en P2, ça c'est Qui a sûr. pas été évidente, ouais, ouais, ouais. Ouais. Qui a été compliqué pour tout le monde, hein. Les Hmm. conditions climatiques, tout ce qui a été engendré, nous, quelques soucis électriques tout de suite dans les 2 premières heures. Donc, bon, après, on a passé 22 heures à remonter. On est quasiment descendu 60e au bout de 2 heures et on est remonté P9. Ouais. Donc, Bref. bon, c'est comme ça. Le Mans, c'est toujours extrêmement compliqué, mais c'est vrai que les pluies intermittentes et notamment pendant la nuit, ont fait énormément de dégâts. C'était très très compliqué, très compliqué. Alors bon, Ouais. j'étais dans la voiture. Des fois, on se demande ce qu'on fait là, tellement les conditions sont difficiles et imprévisibles. Donc bon, après énormément de crash, donc beaucoup de safety cars, les pneus très froids, les restarts compliqués, recrash. Bon, c'était vraiment une édition vraiment pas évidente. Bon, Ouais. alors elle l'est jamais. De toute façon, Mhm. c'est très rare ou alors c'est vraiment une énorme chance d'avoir et on l'a vu chez WRT Ah. jusqu'au dernier tour. Donc c'est un peu dramatique, mais c'est jamais. Le Mans est toujours très très compliqué. Voilà. Mais alors dis donc, je te cache pas que comme beaucoup, j'avais parié pour une P2 sur le podium au général, en pensant que sur 5 hypercars, les premières années, Ouais. Toyota, Glickenhaus, tout Moi ça, elle aussi. serait pas à l'arrivée. Eh ben non, il n'y a pas de P2 sur le podium, hein. Ouais, ça c'est Et vrai. Parce que moi aussi, j'étais assez de ton avis. Et franchement, bon après, hein, en plus, il y a eu quand même quelques alertes, même pendant la course, hein, Toyota, ça a été vraiment ouais. très très compliqué pour eux aussi. Même si de l'extérieur, ils n'ont rien laissé paraître, Mhm. les langues se délient après la course. Et c'est Ouais. vrai ils ont échappé à la catastrophe. Donc ça a été compliqué pour tout le monde. Mais en tout cas, au final, Alpine a fait le job, même si eux aussi, ils ont visité le bac Mhm. avec Baxivière. Et encore une fois, tout le monde, tous les pilotes ont fait des erreurs, Buemi aussi. Enfin voilà, ça a été très très difficile. Mais finalement, toutes les voitures ont vu l'arrivée.
et l'ont vu suffisamment pour qu'il n'y ait pas eu d'LMP2 qui viennent s'intercaler. Franchement, plutôt très bonne surprise de la nouvelle équipe avec les autos, du mal à le dire, mais Glickenhaus. 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 Tu l'as croisé dans le paddock, le patron, là. On le Oui, reconnaît avec son chapeau, hein, il est spécial. oui, il passe pas inaperçu. Mais il a l'air en tout cas malgré le chapeau, discret, Mhm. très, très gentil et un vrai passionné. Donc c'est une excellente chose. Mais je veux dire, eux aussi ont été quand même une bonne surprise. Je pense qu'il y a peu de gens qui misaient là-dessus. Bon, évidemment, la BOP, c'est plus qu'une BOP, donc Mhm. ça aide hein, en perfo, mais il n'empêche qu'ils ont eu très peu de soucis globalement. Donc l'hypercar a été Ouais. bien meilleur que ce Ah que oui. on avait pu envisager, Ouais, ou ouais. on était peut-être mauvaise langue, Bah oui. Et mais c'est finalement, vrai tout le monde est à sa place. Les que Toyota devant malgré leurs ennuis, l'Alpine en outsider, les Glickenhaus pour une première participation à l'arrivée quand même, bravo, c'était pas si évident que ça non plus. Et puis vous, les P2, après, en fait. ouais, non, non, Hmm. ça a été finalement, la hiérarchie a été respectée, Oui. et c'est vrai que s'il y avait eu un billet à mettre, Ouais, j'aurais parié sur une P2, ouais, c'est ça. sur une P2 sur le podium. Franchement, Bon, il y ok, avait de ok. grandes chances et finalement non. Donc, Bon. Alors Tristan, je te propose d'enchaîner avec l'actualité parce que tu te rends disponible pour nous pour la F1 et donc cette actualité et ce centième épisode, bah oui, il va être consacré à un Grand Prix qui restera dans les mémoires, mais peut-être pas pour de bonnes raisons, mais enfin on va en discuter, et on va dire tout ce qu'on pense. Mais j'ai envie de faire un petit trait d'union justement entre Le Mans et Spa et le Grand Prix de Belgique. Vous avez eu vous aussi une averse avant le départ du Mans, hein, je parle bien du Mans là, et donc, sans miracle, si j'ose dire, parce qu'on a bien vu que depuis quelques années, c'est la tendance, le départ a été donné sous régime de safety car au Mans. Hein, vous avez bien fait, quand je dis vous, c'est vous les pilotes du Mans, vous ouais. avez bien fait 2 tours derrière le safety car au Mans, il y a une semaine, au moment du départ. Est-ce que sur le moment, toi, t'as pensé quoi? Que c'était exagéré, comme il y avait 5 ans, tu sais, on avait fait 50 minutes sous safety car, et que ça avait été critiqué. Est-ce que c'était logique, que maintenant c'est un peu la norme quand même? Comment sur le moment, il y a une semaine, tu as réagi? Bah, moyennement, que ça parte sous safety car, moi je serais dans la voiture, tu es quand même content de faire un tour sous safety car, au moins juste pour savoir s'il n'y a pas d'énormes flaques d'eau et de voir où sont les pièges quand même un peu pendant le tour sous safety car. Le deuxième n'était pas nécessaire, très franchement. Donc après, ça change tout parce qu'effectivement, une fois que tu sais ça, tu dis bah fallait mettre les inters. Ouais. C'est sûr que finalement, du coup, tu fais pas 11 tours, mais t'en fais facilement 12 parce que les deux premiers tours, tu les fais au ralenti, donc tu consommes pas. Et que au lieu que les full wet te servent réellement pendant au moins 5 tours ou 6 tours, où tu as l'avantage de mettre du full wet, hein, finalement, tu as un avantage de 3 tours. Et puis ton full wet, bah, au huitième tour, il n'en peut plus, et tu es obligé Mm. de short fueler et puis de rentrer. Enfin bref, bon, voilà, donc ça a été le manque d'information. Au Mans, en tout cas, ce qui était regrettable pour nous et pour beaucoup, c'est le manque d'information parce que à la fin du premier tour, on informe les pilotes pour leur dire attention, le départ va être donné. Et finalement, dans les Porsche, on dit eh ben non, on repart pour un autre Ouais. tour. Bon. Ça change tout. Donc ça change tout. Ah Voilà. oui, tout à fait. Bon. Euh, bon, mais la donne au Mans était un peu Oui, différente de voilà. celle qu'on a eue à Spa. Parce que Aspas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de prévision d'amélioration. Donc effectivement, on se retrouve à l'heure théorique du départ avec un ciel plombé. Et on sait, même si on espère des fenêtres, on a bien compris avec les discours Ouais. qu'il n'y a aucune prévision qui indique que ça va se dégager. Bon. Donc la direction de course, qu'est-ce qu'elle a fait? Je rappelle pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas, elle a envoyé tout le monde à 15h20, après déjà avoir retardé le départ, sur 2 tours de safety car. Tout le monde a dit que c'était impraticable, sauf Verstappen qui a essayé de jouer sa carte classique, mais bon, la raison l'a emporté, on s'arrête. Et 3 heures après, on est reparti pour 3 tours, histoire d'en faire 2. Maintenant, on a bien compris le scénario. Et histoire qu'il y en ait un qui compte dans l'histoire de la Formule 1, histoire de ne pas annuler le Grand Prix. Tu vois, c'est une sorte de réaction en cascade. Et donc, nous avons donc appris que ce Grand Prix comptait, que Verstappen était bien le vainqueur, que les 10 premiers recevraient bien les points, même si la moitié des points, mais quand même des points, et que ce Grand Prix comptait. Alors que qu'est-ce qu'on a vu en tout? On a vu
si je caricature, 2 fois 2 tours sous régime de sécurité. Donc c'est tout sauf une course. Et donc on apprend que le Grand Prix est entériné. Bon, alors, avons-nous droit à un scandale en F1? Est-ce que tu irais jusque-là? Parce qu'évidemment, tout le monde y va de son analyse. Alors moi, je vais te dire dans quelques instants ce que je pense, parce qu'il y a beaucoup quand même de paramètres à prendre en compte. Mais est-ce que toi, tu as l'impression qu'on a assisté à une farce, à un scandale, à une idiotie totale, ou au contraire qu'il n'y avait pas d'autre choix? Encore une fois, qu'il y ait quelques tours sous safety car, ça peut se comprendre. Maintenant qu'on déclare la course et qu'on Officiel? attribue Oui. ouais, que la course ait eu lieu et que on accorde la moitié des points, c'est quand même. Oui, on comprend pas. Bon, bah, on est d'accord. Là, c'est sûr que ça, c'est Je l'élément pense que personne ne comprend. alors autant il y en a qui sont contents, Oui, forcément. d'autres qui quand même à juste titre peuvent se sentir un peu volés. Si tu es 11e ou 12e comme Alonso, tu suis un safety car, de fait, tu peux pas gagner une place. Donc, tu marqueras pas de points. Donc, évidemment, l'intérêt, il n'y en a aucun. Oui, ça, c'est sûr. Et ça ne mérite pas d'attribuer des points. Non. Ça ne mérite pas d'attribuer des points. Bah oui. Donc je pense qu'après, malheureusement, il y a des intérêts qu'on ne connaît pas et qu'il y a des contrats et il y a sûrement pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte, qui nous échappent. Mais enfin, c'est un peu, enfin, comment on peut attribuer la moitié des points? Ouais. Et effectivement, comme tu le dis, et Alonso le dit très bien, chaque point vaut de l'or. Mhm. Et là, tu te dis, mais il n'y a pas eu de course. Il n'y a pas eu de course. On ne peut pas Non, il n'y parler a pas de qu'il y a eu de course. course. Il n'y a pas eu de course. Donc, attribuer la moitié des points, je trouve ça quand même, franchement, fort de cacao. Ouais, bon, alors ça, on est tous d'accord, mais tu sais que dans l'histoire de la Formule 1, jamais un Grand Prix n'a été annulé, en fait. C'est fou. Parfois, l'horaire a changé en fonction des détériorations de la piste ou des prévisions météo. Et là, c'est vrai que maintenant, on se dit, il aurait fallu avancer ce Grand Prix, en fait. Il y avait une fenêtre en début d'après-midi, il fallait pas attendre 15 heures, l'heure normale. Mais enfin, bon, bref. Admettons que là aussi, il y a des contrats qui ne peuvent pas se changer. Et jamais donc dans l'histoire de la Formule 1, un Grand Prix n'a été annulé. Je crois qu'hier, ils ont vraiment pas voulu que pour une première fois, un Grand Prix soit annulé. Ils ont voulu sauver l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire 2 tours derrière voiture de sécurité. On met le drapeau rouge, on dit qu'on n'ira pas plus loin et on attribue la moitié des points. Et on peut dire dans l'histoire que le Grand Prix de Belgique 2021 n'a pas été annulé. Mais effectivement, on est tous d'accord pour dire que c'est ridicule, que c'est pas une course et que ça doit pas être sanctionné par des points Et ou des demi-points. ce qui est ridicule, c'est l'attribution des points. On est d'accord. Ok. Parce Bon, que bah, tu vois. franchement, après, qu'ils estiment qu'il y a eu un Grand Prix officiellement et que, voilà, mais qu'il y ait 12 points pour le vainqueur, 12 points et demi. c'est quand même pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas Ah oui. acceptable. Pour moi, c'est pas acceptable. Mmh. Je le prendrais pas bien, moi. Ouais, Voilà. ouais, bon. Alors après, c'est toujours pareil. Si tu es en pôle comme Verstappen, Mmh. t'as pas fait un tour de course et on te file 12 points et demi, bon, Tu bah, dis tu sais, merci. Oui, tu voilà. fermes ta bouche et puis tu vas dans ton motorhome et tu te dis, bon, bah voilà, c'est bien, c'est impeccable. Oui, Encore c'est 3 ça. étapes comme ça, puis on est champion du monde. Voilà. Alors après, il y en a qui sont comme Vettel et Gasly, qui disent qu'est-ce que j'ai fait pour mériter 5 points et 4 points respectivement. J'ai juste suivi un safety car. Donc eux, ils sont plutôt fair-play en disant que ça le mérite pas. Puis après, tu as aussi des pilotes comme Alonso Bottas qui dit nous, on était 11e et 12e. Donc en plus, on pouvait pas en marquer, c'était impossible, vu qu'évidemment la course était figée, donc c'est scandaleux que les autres récupèrent des points et nous, on n'y avait pas droit. Non, c'est vrai que c'est complètement aberrant. Bon, alors, que dis-tu à ceux qui disent que les pilotes sont des pilotes pros, que les circuits on les connaît, qu'il pleut, bah, c'est la vie, ça peut arriver, et qu'il faut courir, il faut lancer un Grand Prix même dans ce genre de conditions. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je suis pas d'accord avec ça. Hmm. Alors après, ça généralement, c'est des gens. Alors non seulement ça, c'est des gens qui n'ont jamais tenu un volant dans la main. Déjà, premièrement. Parce que quand tu roules à 300, si tant est que ce soit possible, là, ça ne l'était pas. Il y a un moment donné, la limite, c'est quand même que la limite, elle est technique, elle est physique. C'est qu'à partir du moment où tu ne peux pas rouler à fond dans la ligne droite et que à tout moment la voiture t'échappe et que tu vas taper dans les murs, euh, c'est pas raisonnable et ce n'est pas aucun directeur de course
peut accepter d'aller mettre 20 mecs, la vie en jeu de 20 mecs sur une piste, Ouais. sachant qu'il le sait. Et le mec sous safety car, les pilotes qui discutent à la radio, tous disent non, mais c'est inroulable. Bah C'est voilà. inroulable. Donc, à partir de ce moment-là, tu lances pas les mecs en course. Hein. Bah voilà. Personne n'est là pour aller se faire mal. Ouais. Surtout quand tu as le raidillon et que tu as quand même 2-3 virages vite à Spa. T'as pas le droit de faire ça. Ah non. Enfin, Voilà. vraiment, c'est Voilà. Bon, criminel. alors. Imagine, tu lances la course, Oui. tout le monde sait que c'est pas praticable, et il y Oui. en a un qui se tue dans le Eh oui. rayon. Voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? Eh Bah, oui, non, non. c'est scandaleux, Voilà. il a donné le départ. Non, mais ces gens-là, faut qu'ils restent chez eux, Voilà. et il faut le coudre la bouche pour Mm. qu'ils se taisent. Parce que Voilà. Bon. franchement, Je t'ai posé la question histoire qu'on se la pose et qu'on élude aucun élément du débat, mais effectivement, c'est pas possible, mesdames et messieurs, d'imaginer qu'on puisse lancer. Il faut arrêter. Il y a de la sécurité en jeu, ça fait partie de la vie moderne. Il y a des inquiétudes qu'on a. Et je rappelle qu'il y a 2 ans, Antoine Hubert, hélas, s'est tué à Spa. Que là, la veille, Norris se crache et que ça fait peur à tout le monde et qu'évidemment, on a eu un peu peur quand même, c'est le moins que l'on puisse dire. Qu'il y a la Formule W, la Formule des femmes, la W Series, où il y a eu un carambolage au haut du Raidillon et elles ont été 6 à se rentrer dedans et qu'évidemment, ce sont des images qu'on n'a pas voulu voir. Je te rappelle qu'il y a eu aussi un accident très grave aux 24 heures de Spa cette année. Et qu'il y a même eu un absent là, c'est David Erigon qui a été impliqué, mais c'est un autre pilote, je crois, qui a été plus touché. Bon, donc arrêtons, on peut pas lancer comme ça, comme les jeux du cirque, les pilotes en disant vous êtes des gladiateurs, débrouillez-vous. C'est pas possible. Il y a un contexte extra-sportif qui est le contexte de la sécurité. Et hier, on a vu que ça passait pas. Si Giovinazzi dit dans sa voiture je peux pas conduire, si Hamilton dit je vois pas à 100 mètres, à 50 mètres même, eh ben on l'écoute et on n'envoie pas les pilotes au casse-pipe. Hein, on est d'accord, ça pouvait pas se faire. Ça, je crois que le débat là, faut pas le lancer. Il ne peut pas être ouvert. On ne pouvait pas rouler hier. On vient de dire, Tristan, toi et moi, qu'on est du coup pas d'accord avec le deuxième niveau de cette histoire, c'est d'attribuer des points. Donc voilà. Maintenant, il y a un troisième point sur lequel je voudrais t'interroger. Y a-t-il un problème avec Spa, quoi qu'il arrive? Faut-il maintenant se dire qu'on ne peut plus faire un Grand Prix à Spa, que le Raidillon, c'est plus possible? le Raidillon, il a toujours été le Raidillon. Il y a un truc qui est vrai quand même, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que j'y roule, et en monoplace. Il s'est dégradé. Ah. Il y a toujours eu une compression, mais qui est normale, de par la prise d'altitude et de rentrer dans la cuvette en bas du raidillon. Forcément, il y a une compression, il y a un bon setup à trouver, il y a forcément la hauteur de caisse, que le fond plat ne vienne pas taper par terre pour prendre un coup de raquette et perdre l'auto. Mais là, et Hamilton en a parlé, de par l'évolution des autos, la raideur des autos, les fonds plats qu'on va faire frotter dans le bas de ce raidillon, il y a une bosse qui s'est créée en bas de ce raidillon, qui est très violente, et qui peut assez facilement sur des conditions, et même sur le sec, hein, il suffit simplement d'être 1 mm, 2 mm trop bas dans son setup, de taper un tout petit peu trop fort cette bosse dans le bas du raidillon. Et là aussi, il y a un phénomène physique, c'est qu'à un moment donné, ça déleste les roues, on prend un coup de raquette, et c'est là qu'on va taper en haut à gauche du raidillon. Pour revenir le plus souvent à droite en traversant la piste. La plupart du temps. Et alors, c'est presque, j'ai envie de dire, ça peut même être souhaitable, c'est tout simplement parce que au moins, c'est vrai que la voiture, il y a une évacuation de l'énergie cinétique qui est emmagasinée à 250 dans le raidillon. En gros, ils sont à 250, 280, enfin voilà, bon. Et là, si la voiture allait taper de face dans le raidillon et de passer de 280 à 0 en l'espace des 5 mètres de pneus qu'il y avait là, non mais personne ne peut s'en sortir. Bon. Donc heureusement que effectivement la voiture vient taper à gauche, vient ralentir à 80% ou 60%, et puis elle vient rebondir, mais pris sur l'élan et de fait de l'angle du gauche, ça vient rebondir et ça vient traverser la piste pour aller taper à droite.
Ou là, en peloton, il peut y avoir des gens qui arrivent lancés et qui te Là, transpercent. effectivement, ce qui est dangereux, c'est quand soit elle s'arrête à un premier passage, ou soit elle va rebondir à droite pour revenir ce qui s'est Mm. passé malheureusement avec Antoine Hubert. Bon, Mm. le Raidillon, il n'a pas tellement changé. J'ai envie de dire, il y a cette bosse, et je pense que ça mériterait Alors, peut-être oui, quoi? de refaire le tarmac ou Ouais. de. Un resurfaçage minimum, mais peut-être plus, tu dirais, éventuellement? C'est que là, c'est vrai qu'il y a quand même des bosses, hein. Et il y a Mm. deux, trois bosses dans le bas du Raidillon Mhm. qui devient de plus en plus virulente d'année en année, depuis un moment comme ça. Et là ça commence à être Mm. quand même assez fort. Après, le Raidillon, ça a toujours été le Raidillon. Finalement, on a tous envie de passer ce Raidillon à fond. Oui. Si demain matin, tu mets une ligne droite, tu mets le Raidillon, et puis tu mets le dégagement, et tu mets 400 mètres de dégagement à gauche et à droite, tout le monde va tenter de le passer à fond, Mm. et ce sera plus le Raidillon. Non, non. Mhm. Bon, alors Ouais. après, les voitures, est-ce qu'elles vont plus vite aujourd'hui qu'à l'époque? Ouais, c'est cyclique, suivant les réglementations. Est-ce que la F1 dans 2 ans ira aussi vite et est-ce que, je ne sais pas. Mm. Je pense que, il y a une époque, c'était extrêmement rapide et puis le raidillon, bah, c'était le raidillon et les voitures Mm. n'ont pas la sécurité qu'il y a aujourd'hui. Et quand ça Mm. tapait, là aussi, Ouais, ouais. c'était rare de s'en sortir indemne. Donc le Raidillon, c'est vrai que par rapport aux normes, oui, c'est un ancien circuit, ouais. Mhm. Mhm. Mais pourquoi on le trouve beau et pourquoi voilà, alors après, aseptiser, tout aseptiser, c'est moyen. Alors Ouais. moi, à mon avis, c'est que le Raidillon, ça reste le Raidillon. Est-ce que Mm. c'est dangereux? C'est très dangereux. Ouais, bah oui, c'est très dangereux. Euh, Après, ouais, il faudrait taper dans la butte et Ouais. puis dégager les tribunes. Mais là, ils reviennent de faire des Voilà. travaux à je ne sais combien de millions, à faire des tribunes qu'il n'y avait pas avant Ouais, ouais, c'est du ça. Raidillon. Donc, c'est pas pour ouvrir le Raidillon. Mm. Après, il faut. je- non, moi, il est vrai, il faudrait trouver une solution quand même pour que les voitures ne viennent pas rebondir à Mm. droite Mhm. et qu'il n'y ait pas de voitures qui viennent en plein milieu de la piste Ouais. une fois que ça a tapé. Le vrai danger, il est là, Mm. Mm. franchement. Ouais. Ouais. Alors, tu l'as dit, c'est très dangereux, tu viens de nous dire, et donc, pour conclure, bah, c'est très dangereux, mais et en plus, quand c'est une purée de poids et qu'il pleut depuis 3 heures sans discontinuer, bah, c'était impossible. Voilà, donc hier, c'était pas possible de lancer ce Grand Prix. Et on n'aurait pas dû arriver à cette mascarade un peu de lancer 2 tours pour la forme, et puis d'apprendre après qu'un Grand Prix est entériné, qu'il y a un vainqueur. Ce Grand Prix aurait dû être annulé, on est d'accord. Mais bon, Parce que, écoute, pour revenir sur ce que tu venais de dire, Lando Norris. ouais, Ouais, le samedi en qualif. ouais. À qui on sentait qu'il avait la pole facile si tenait bon. Oui. Ah, ouais, ok. Mm, Pourquoi? Parce qu'il était en train de mettre un niveau d'attaque mm, au-delà du raisonnable. mm, Et que quand tu arrives dans le bas du rayon, qui tombe des hallebardes, mm, que franchement, et à moins que ce soit Dieu sur terre, et je ne crois pas, quand il est arrivé dans le bas du rayon, en tombant des flottes comme ça, il a crié Banzai. ouais, Tu peux pas savoir, c'est mm, impossible. Il mm, est arrivé dans le bas du rayon à 2,50, il pouvait pas savoir si la mm, caisse elle allait tenir ou pas. ouais, Et il a pris de l'aquaplaning. Et mm, il a pris cette fameuse bosse, plus l'aquaplaning, et la mm, caisse, il l'a perdue. Mais mm. on l'a tous vu venir. Il a le Oui. niveau d'attaque, franchement, ou même au moment de la qualif. Alors bon, je vais pas rentrer dans les choses bêtes, mais j'ai regardé la qualif avec ma femme. Avant qu'il crache, Oui. j'ai dit à ma femme, je dis ouais, Il en ouais. fait trop, enfin, il Il parlait s'enflamme de un la peu, quoi. pole. J'ai dit Ouais, si la tarte pas, il a du bol. ouais, ouais, ouais. Non, on a senti qu'il s'enflammait un peu, qu'il en rajoutait une couche où il Et n'y avait pas besoin. Ouais, 10 secondes après, on le voit pas sortir du raidillon. ah, voilà. Et c'est un peu le. Alors, le raidillon, il est dangereux. Ouais, parce qu'il y a le mythe de passer à fond dans le raidillon. Mm, Ah, il faut passer à fond dans le raidillon. Mais c'est aussi au pilote d'adapter en fonction des conditions de sa voiture. Il y a un moment donné, quand t'es pas sûr, bah, tu fais un choix. Alors, est-ce que tu prends le risque et tu mets tes couilles sur la table de dire, bah, je suis pas sûr, mais je reste à fond quand même? mm, Ou alors, bah, tu soulages un peu parce que tu te dis, ça sent pas bon. mm, mm, mm. Ouais, ouais. Donc c'est aussi de la responsabilité des pilotes. Ils veulent tous passer à fond parce qu'ils ont l'impression que tout le temps se fait dans le raidillon, ce qui est Mm, faux hein, en mm. plus.
Je veux dire, tu soulages un peu, s'il te permet d'être un poil safe. Oui, évidemment, quand tu vas chercher les derniers millièmes, centièmes et tout, mais globalement, entre lever légèrement, lever un chouille qui va te donner un peu de sécurité et passer flat, tu as deux dixièmes et demi, hein. Alors, c'est beaucoup, je dis pas, mais c'est pas une seconde, hein. Non, ouais, Les gens non, s'imaginent ouais. que de soulager légèrement et de faire des datas où tu soulages un peu pour juste être sûr que la caisse, tu vas la maîtriser et de remettre flat derrière, c'est pas une seconde, hein. C'est pas Hmm. vrai. Ouais, ouais, d'accord. Donc oui, on a eu le même sentiment sur Norris, ça c'est clair. Bon, cela étant, même si le classement ne veut pas dire grand-chose, enfin bravo à Verstappen d'avoir fait la pole, ça lui a quand même offert la victoire le lendemain. Bon, ok. Mais il y a quand même deux pilotes là qui depuis un mois font quand même des choses assez incroyables. C'est George Russell, donc qui quand même fait une première ligne avec sa Williams aux côtés de Verstappen et devant Hamilton et qui de fait obtient son premier podium. Moi, je pense qu'évidemment, c'est le futur pilote Mercedes. Enfin, je peux pas croire que Bottas soit conservé, mais enfin bref, on verra ça et on en reparlera quand ce sera officiel. Et puis, c'est Esteban Ocon, mon cher Tristan, on n'en avait pas reparlé, qui a donc gagné le Grand Prix de Hongrie. On s'est vu évidemment pratiquement après chaque Grand Prix, mais là, comme tu étais en préparation Le Mans, j'ai pas pu évidemment te demander, mais nous avons bien eu une victoire française en Hongrie avec Esteban Ocon. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux pilotes, ces deux jeunes pilotes là qui ont vraiment évidemment crevé l'écran depuis un mois? Je trouve, ces deux, bon, pour moi, hein, et ça n'engage que moi, ces deux personnages qui sont très différents pour moi. Alors évidemment, j'ai forcément plus d'affect pour un pilote français, Ouais, voilà, et Esteban. Mais c'est deux profils qui me semblent quand même assez différents, même si quelque part physiquement ils se ressemblent parce que oui, ils sont oui, très grands, grand, oui, c'est très ça. mecs. Mais ces deux profils pour moi psychologiques assez différents. Donc, on faut pas les comparer. Esteban, pour revenir à sa performance, même si les circonstances lui ont permis de se retrouver en tête du Grand Prix, fallait-il encore le gagner? Et Oui, fallait-il encore tenir la pression? Il ouais, en a eu énormément de la pression. Et il n'a pas fait une seule erreur. ouais. Et ça a été quand même très marquant et c'est ce qui lui a permis de gagner ce Grand Prix. Mhm. Vettel a été top et il a mis une pression autant qu'il pouvait la mettre avec une voiture qui était peut-être pas au niveau de celle d'Esteban, mais en tout cas, il a poussé, il a fait tout ce qu'il pouvait. Il a fait une 10-15 tours au moins entre 8 dixièmes et une seconde et demie d'Esteban. Donc, grosse pression pour Esteban et aucune faute, quoi. Ouais. Donc, franchement, finalement, même si les circonstances exceptionnelles pour se retrouver en tête du Grand Prix, bon, bah, elles sont ce qu'elles sont. Après, il a fait le job et Oui. il y a eu du monde derrière qui a essayé de remonter, qui ont mis la pression, même son équipier, hein. Il y a un moment donné, Mhm. Alonso, s'il avait pu, il est Mhm. allé. Mhm. Donc, ça a été vraiment une très belle, franchement une belle victoire. Ah Ça ouais, aurait pu être une victoire au rabais vu les circonstances. ouais. Ça ne l'a pas du tout été parce que franchement, il a fait un super boulot. Ouais, et moi je fais partie de ceux. La victoire de Pierre Gasly l'an dernier à Monza, c'était exceptionnel, ça nous a marqué, ça faisait 24 ans qu'on attendait ça, on est d'accord. Mais je fais partie de ceux qui croient que pour Esteban, ça a été plus dur. Parce que c'est dès le début qu'il se retrouve en tête. C'est pas à 20 tours de la fin à Monza où on sait qu'en un quart d'heure, ça va être réglé. Là, il a tenu 60 tours avec Vettel derrière, avec la pression et la gamberge de dire putain, je peux gagner mon premier Grand Prix, quoi. C'est pour ça que je trouve que peut-être ça a été peut-être plus difficile pour lui et il a tenu bon, il n'a pas fait une erreur, effectivement, super. C'est une très grande performance qu'il a Ouais, faite. ouais, on est Vraiment, d'accord. Ouais. excellente performance. Il a été, lui et son équipe, hein, Mm. il n'est pas tout seul. Il y a eu zéro faute. Mm. Voilà. Et ils ont été excellents. Son équipier a fait le job. Voilà. Mais tout s'est bien goupillé. Mais l'essentiel du job, c'était à lui de le faire et il l'a Mm. fait. Donc, Voilà, tout à vraiment, fait. vraiment super. Et puis Mm. George Russell, ça fait plusieurs fois qu'il ne rate pas une occasion de montrer quand la voiture elle est là. Je pense que Russell, c'est un talent quand même de très haut niveau, de très très haut niveau. Il n'empêche que la voiture est très bonne Ouais. parce on voit que Latifi, Oui. si on enlevait, si on imagine
juste que Williams n'a qu'une voiture et celle de Latifi, Mhm. on aurait pu applaudir la performance de Latifi. Tout à fait. Qui en Hongrie est dans les points devant Russell même, et qui Euh, là est encore classé qui même 9e. en début de qualif, en Q1, il s'est placé, il était dans le top 6. Évidemment, il n'est pas du tout du niveau d'un Russell, mais on voit que même Latifi pouvait faire des belles performances avec la Williams en qualif. Après, voilà, c'est l'exploitation de la voiture, trouver le bon moment. Voilà, après, il y a tout le jeu mental, mais la voiture, elle marchait, hein. La Williams était très performante, hein. Donc, mais il n'empêche que Russell, encore une fois, dès qu'il sent le potentiel de la voiture, ça fait maintenant 2 ans que lorsque la voiture, elle est en capacité et que les réglages sont bons et que les circonstances lui permettent d'exploiter ça, il la rate pas. Ah ouais, c'est Donc, ça. c'est vraiment, et là, lui aussi, je dirais que la différence entre lui et Lando, c'est que Norris, à un moment donné, bon, il en a trop mis, quoi. Mm. Et à un moment donné, trop, c'est trop. Et la qualif, c'était assez révélateur, finalement. Je le dis parce que c'est une réflexion que je me suis faite, peut-être parce que je suis concerné, mais un peu le renouveau. Mhm. Parce que qu'est-ce qu'on voyait? On voyait Verstappen, qui est encore très jeune, hein, quoi qu'on en Oui. dise, un Verstappen, Norris et puis Russell. Russell. Ah ouais. Il y avait là Gasly dans le top Ouais. 5, top 6. T'as C'est raison. très très jeune, Ouais, ouais, t'as raison. très très jeune. Vraie nouvelle génération. Les circonstances des qualifications étaient très difficiles. Non, il Mm. faut s'imaginer Ouais, derrière le volant, hein. ouais. À Spa prendre le raidillon sous le déluge de flotte avec des Mm. inters. Enfin bref, franchement, il y a des moments, je me dis, t'es content de pas être dans la voiture quand même. Oui. Euh, et tu sens qu'il y a une prise de risque, une insouciance parfois un peu quand même, hein. Et c'est là où un Hamilton, il est encore brillant, il est hors norme, mais Mm. il arrive encore à mettre sa caisse P3 là où son équipier n'y arrive pas. Enfin, Ouais, bon, ouais, ouais. Ah oui, non, il effectivement. arrive encore à se mêler là-dedans. Mm. Et c'est le seul, parce que Ouais. finalement, les conditions étaient tellement folles, un peu tellement difficiles, et la prise de risque qu'il fallait mettre pour rentrer dans le top 5, top 6, finalement, vrai ou pas, on peut se dire qu'il faut beaucoup de jeunesse, quoi. Il Mm. faut, à un Ouais. moment donné, il faut arriver à baisser, il faut, Ouais. faut déconnecter. Le cerveau, tu le prends, tu le poses, tu le casses, quoi. Tu vois, tu Ouais. prends la caisse, mais le cerveau, il est resté dans le box parce que si tu réfléchis 2 minutes, tu te dis, non, mais on verra la course, mais Mm. le risque était très, très important. Et il y a Mm. plein d'endroits qui sont très, très chauds que Ouais. les gens ne s'imaginent pas. Mais le Mhm. droit, le droit de qu'attaque, j'ai oublié le nom, mais le droit qu'attaque la grande ligne droite avant Blanchimont, qui est un Oui. grand droite flat, Oui, 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 je euh, vois. lui, Mm. il est très, très chaud. Ouais. Il est juste en dessous du poste de secours, d'ailleurs. Et lui, pour rester là-dedans, déjà là, je peux vous dire, quand vous la perdez bien et ça va taper à gauche, hein. Mhm. Et franchement, il y avait une sorte d'insouciance dans ces conditions-là. Et c'était beaucoup de jeunesse et des très jeunes. Ouais. Ouais. Et on sent que dans des circonstances comme ça, la jeunesse, ben, un peu d'insouciance, Ouais. quand même. On voit que le top 6 était rempli de gamins de Mm. 20 ans. Ouais, ouais. Non, non, bien, bien noté, Tristan, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah, tout ça pour dire qu'on aura, pour conclure, une pensée quand même pour les spectateurs qui se sont déplacés à Spa, les pauvres, Ouais, qui ont passé la journée sous la pluie à espérer quelque chose et qui se sont fait dracher, comme on dit là-bas, et qui n'ont rien vu et qui ont quand même, ils pourront toujours se dire, on assisté à un Grand Prix historique, le Grand Prix le plus court de l'histoire de la Formule 1, un tour officiel à compter pour ce Grand Prix, et ça a suffi pour donc déterminer une hiérarchie. Oui. là, faut admettre que la région n'a pas été gâtée parce que juillet-août, ils ont eu Ouais, des inondations graves. Le ouais, circuit a été inondé et toute la région, Verviers, Spa, a été très ouais, touchée. Et là, ils vont à un Grand ouais, Prix de fin pour changer les idées. Ils investissent parce que c'est quand même beaucoup d'argent et finalement, ils se tapent encore la ouais. pluie et Oui. 5 heures d'attente, hein. Ah oui, non, mais là, c'est l'horreur, et vraiment, on les plaint. Tout le monde espère maintenant qu'effectivement, on repart sur des bases solides dès la semaine prochaine, avec effectivement ce qui était déjà un des événements de l'année, on le sait, c'est le retour de Zandvoort dans le calendrier, avec 2 virages relevés, hein, tu le sais comme moi, et Ouais. effectivement, bah, ce qui va être une ambiance
génial, extraordinaire, c'est obligé. Quand on voit qu'en Autriche, il y a 25 000 Néerlandais qui ont fait le déplacement, qui sont avec leur t-shirt orange, t'imagines ce que ça va être dans quelques jours à Zandvoort. Là, je crois que ça peut être un week-end exceptionnel au niveau de l'ambiance. Et je crois qu'on aura tous besoin que ça reparte effectivement à ce niveau-là. J'avoue que moi, je suis très impatient de voir ça. Hein. Ouais, et c'est un magnifique circuit. Oui, Magnifique circuit. Bah, enfin, j'ai eu l'occasion d'y aller quand même quelques fois avec les ouais, Marlboro en F3 et t'aimais bien. c'est un très très beau circuit. Ah ouais, Très super. beau circuit. Je pense Ah, que c'est du grand spectacle et puis c'est vrai que bon bah dommage pour Hamilton, mais là c'est sûr que ça risque d'être quand même oui, un événement. c'est ça. Bon, bah Tristan, écoute, je vais te remercier vraiment beaucoup d'avoir participé à l'Afterlap. Bah, comme tu nous as dit, tu étais bien reposé après Le Mans, bah, ça m'allait et j'espère que je t'ai pas trop dérangé. Mais merci pour nos auditeurs et nos spectateurs. Merci d'avoir participé donc à ce numéro 100, ce numéro un petit peu spécial de l'Afterlap, le podcast du sport auto que vous retrouvez sur le site www.afterlap.com, les plateformes habituelles et la chaîne YouTube l'Afterlap. Et il y aura évidemment la vidéo puisque nous sommes enregistrés à distance. Bah écoute, porte-toi bien et puis on se tient au courant pour avoir tes analyses, pourquoi pas dès la semaine prochaine. Enfin, on va en discuter hors antenne et puis on verra si c'est possible. Mais en tout cas, à chaque fois que c'est possible, tu te rends disponible, donc on va l'espérer. Bien sûr, Voilà. avec grand plaisir. Grand plaisir. Merci Tristan. Allez, bonjour chez toi, plein de bonnes choses, porte-toi bien et à très vite. Merci à toi. Salut.